Bonjour. Tel que discuté vendredi passé, le cours va porter sur l'analyse statistique des tolérances. Ça, c'est la dernière notion qui nous reste à voir dans le cours de contrôle de qualité. Dans la vidéo ici, on va voir c'est quoi une analyse statistique de tolérance. On va voir pourquoi on peut le faire. C'est quoi les conditions qui permettent de l'analyser, de l'utiliser. C'est quel outil qu'on va utiliser pour faire ça, c'est quoi la variation globale que ça va nous donner, puis une façon de l'appliquer. On va voir tout ça dans la vidéo. En gros, ce que c'est, on a ces conditions-là à respecter lors de l'usinage, on a ces cotes-là à respecter, puis on se demande c'est quoi la distance qu'il va y avoir ici dans ce gap-là ici, dans la rainure, elle va être quelle distance? Fait que ça va être, il va y avoir une distance, plus ou moins une tolérance qu'on ne sait pas c'est quoi. La même chose ici, dans l'autre exemple à côté, si on a un empilement qui doit rentrer dans une certaine, certain espace, mais chacun des composants de l'empilement va venir jouer sur l'espace qui reste total. Puis encore là, on va avoir une dimension, plus ou moins une tolérance qu'on ne connaîtra pas. Le même principe est pour cette pièce-là ici. Donc, si on a ces contraintes-là de dimension, on va être capable d'établir c'est quoi la tolérance puis la dimension qui nous reste pour cette distance-là ici. Donc, une façon conventionnelle de le faire, qui n'est pas trop avantageuse, serait de prendre le pire scénario. Donc, si on dit la distance maximum que cette rainure-là pourrait avoir, bien, il faudrait prendre cette distance-là maximum, donc qui serait 57 plus 1, qui serait de 58. À ça, il faudrait venir soustraire la distance minimum de là, qui serait 17 moins 1, qui serait 16. Il faudrait aussi enlever la distance minimum ici, qui serait de 17, et la distance minimum en haut, qui est de 10, de 11 moins 1. Si on fait la soustraction de tout ça, ça donne 15. On peut faire l'exercice pour la distance minimum. Donc, à ce moment-là, il faudrait prendre la distance minimum ici, qui est 57 moins 2, qui donnerait 55. À ça, on enlève toutes les distances maximum ici, donc on enlèverait 17 ici. Il faudrait soustraire 18 ici, puis 12 ici. 18 moins 12, ce qui donne 8. Donc, si on combine le min et le max, ça nous donnerait 11,5 plus ou moins 3,5 de tolérance. 11,5, c'est le milieu entre les deux. Puis j'ai ajouté la différence qui est de 15 moins 8 qui donne 7. Donc, 7 divisé par 2, c'est plus ou moins 3,5. Donc, pour établir ce serait quoi la distance maximum, c'est cette façon-là qu'on peut utiliser. Puis si, pour une raison X dans le design, il faut dire qu'on n'a pas le droit à plus ou moins 1, on a le droit à plus ou moins 1 de contraintes, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut tout réduire toutes les autres contraintes ici, les tolérances, c'est-à-dire, pour arriver au final à avoir plus ou moins 1. Ça, c'est en utilisant le choix 1 qui est marqué ici. Mais c'est quoi les chances que tout ça arrive? Que lui, on est le maximum, puis que là, on est le minimum, c'est vraiment rare. Donc, on peut s'en remettre un peu mais pas un peu, on peut s'en remettre à la courbe normale. Donc, si on a un procédé qui est comme ça, puis on dit que notre procédé est centré ici, on peut dire que chaque composante qui compose l'assemblage devrait se distribuer selon, si se distribue selon une courbe normale, j'ai de la misère à dessiner droit avec ça, non? Bien, si nos composantes ils se tiennent là-dedans, c'est quoi les chances qu'on ait des composantes ici et là, et dans le bon ordre pour créer un assemblage minimum ou maximum? C'est vraiment rare. Donc, basé là-dessus, on peut dire qu'on peut faire une approche statistique. Donc, c'est ce que je viens de dire ici. Fait que pourquoi qu'on peut faire? Pourquoi l'approche statistique est permise? C'est que dans la majorité des cas, c'est quoi les tolérances? La somme des tolérances va obéir à la loi normale. Donc, si on a d'habitude, la production va se tourner à peu près ici. Mais si on fait la somme des plus et des moins, bien, en général, la somme devrait donner quand même une loi normale. Puis, la plupart comme je viens de dire, la plupart des pièces vont se situer près du nominal. Puis, un empilement extrême va être très difficile à obtenir. Les chances vont être difficiles qu'on ait les conditions gagnantes ou perdantes pour qu'on ait tous les extrêmes placés de bonne façon pour créer une combinaison qui serait maximum ou minimum.
les conditions pour être capable d'analyser ça, d'utiliser l'analyse statistique des tolérances, c'est les suivantes. Il faut qu'il y ait un grand nombre de pièces dans l'empilement. C'est sûr que si on veut ajouter le bloc A au bloc B, mais on peut facilement prévoir la tolérance. Mais si on empilait plein de blocs jusqu'au bloc W, par exemple, mais là, on aurait beaucoup d'addition de tolérance qui donnerait une tolérance totale énorme. Fait que, oups, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'on aurait une tolérance totale qui serait énorme. Je vais essayer de le faire comme ça. Donc, mais en même temps, si on a plusieurs composantes, ben, les chances que les plus de 1 annulent le moins de l'autre sont grandes aussi. Fait que, ça, le nombre de tolérances qui constitue l'empilement, fait que plus qu'on a de pièces, ben on a plus de chances que l'analyse de tolérance fonctionne. Puis, si on a beaucoup de pièces aussi fabriquées, c'est sûr que si on a un assemblage à faire, bien, la pièce A, elle n'aura pas une distribution normale. Mais si on fait des millions de pièces, bien, c'est sûr que la moyenne des pièces A devrait suivre une courbe normale de fabrication. Mais encore là, il faut s'assurer que ça suit une courbe normale de fabrication. Donc, le procédé de fabrication, il va être important aussi. Fait qu'il faut contrôler le procédé, s'assurer que le procédé suive une courbe normale. Donc, il faut faire des cartes d'analyse ou il faut faire un échantillonnage pour être sûr que c'est juste des causes exceptionnelles qui font varier le procédé. Il faut que le procédé soit centré sur sa valeur nominale. Donc, si par exemple, on a une dimension de 17 plus 3 moins 0, bien, il ne faut pas viser 17. Il faut viser 17 plus 3 qui fait 20 moins 0. Donc, on aurait 18,5 plus ou moins 1,5. Donc, il faut viser le centre de la valeur nominale. Puis, il faut aussi que chaque partie de l'analyse, chaque partie des modèles, soit fabriquée de façon indépendante. Ce n'est pas toujours le cas, mais si par exemple la pièce A, la pièce B et la pièce C sont toutes faites avec le même moule, avec le même setup, mais c'est sûr que s'il y a un offset dans un setup, bien, ça va affecter la pièce A, B et C aussi. Donc, ce n'est pas idéal. Mais des fois, on n'a pas le choix que ce soit comme ça. Ou si les pièces viennent toutes d'un même moule ou des choses comme ça. Mais idéalement, pour plusieurs modèles, il faut qu'il y ait une production indépendante. Il y a aussi qu'est-ce qui nous permet ça on vient de couvrir le procédé, la tolérance au risque, mais ça, qu'est-ce qui peut permettre d'utiliser ça, c'est que si quelqu'un dit non, moi je veux absolument pas qu'on ait des chances que ça ne marche pas, bien peut-être que cette analyse-là ne sera pas convenable. Puis, aussi, on a les expériences passées. On peut voir avec certains fournisseurs, on peut voir si cette méthode-là fonctionne dans le temps. Puis si ça fonctionne bien, bien, il n'y a pas de raison de ne pas continuer avec ça. Fait que ça, c'est les conditions qui permettent d'utiliser l'analyse statistique. Maintenant, quel outil qu'on utilise pour faire ça? Bien, en fait, si notre empilement est à 2 ou 3 dimensions, les calculs ils se compliquent rapidement. Puis là, il faut utiliser des logiciels d'algorithmes qui gèrent des fonctions statistiques en 3D ou en 2D. Par contre, dans les exemples que je vous ai montrés tantôt, mais c'est toutes des cotations qui sont dans une dimension. Voyez-vous, ça se passe juste dans cet axe-là ici. L'autre en haut, il se passe juste dans l'axe vertical. Fait qu'on peut vraiment le prévoir le concevoir comme un problème à une dimension. Une façon simple, puis celle qu'on va utiliser dans le cours ici, c'est la root sum square. En fait, il faut juste prendre toutes les tolérances. On va le voir tantôt. On le met au carré, puis on fait la racine carrée de tout ça. Fait que c'est la méthode à root sum square. Juste avant de faire l'exemple, il faut voir aussi, quelqu'un peut se poser la question, ça va être quoi la tolérance de la partie finale? Tu sais, si mettons on est ici, mais c'est quoi la précision statistique de ça? Ben, en fait, si chacune des composantes, par exemple, était à plus ou moins 3 sigma, on peut assumer que le total ici de la distance va être aussi plus ou moins 3 sigma. Si le procédé, si chacune des cotes ici, mettons qu'on prend celui-là ici, si chacune des cotes ici varie,
entre, exemple, 3 sigma puis 5 sigma ou 1 sigma, bien, le total va varier de la même façon que bien, le total va se ramasser quelque part entre 3 et 5 sigma, mettons, si ça varie ici. Fait que le total reflète vraiment le comportement de chacune des composantes. C'est ce qu'on dit ici. Puis en passant, ça, je vais vous le mettre sur les A de façon papier, donc vous allez être capable de prendre vos notes aussi si vous voulez. Donc, pour faire l'exemple, on va prendre le même exemple que tantôt. C'est très, très simple à utiliser. En fait, il faut commencer par déterminer c'est qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quelle distance qu'on veut contrôler. Puis là, il faut le noter, il faut identifier la distance par A et B. On détermine, bon, on annote les deux extrémités de cette distance-là. Puis là, il faut déterminer un sens. C'est vraiment bêtement, là. Fait que si on dit que de A, on s'en va vers B comme ça, on peut dire que le signe positif, c'est quand on s'en va de la gauche vers la droite. C'est aussi simple que ça. Puis après ça, on va dire, on part de A, puis on fait une boucle comme ça vers B. Fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une cote, mais il faut trouver c'est quoi le signe. Fait que là, on s'en va vers la droite, donc on est négatif. Ici, quand on se promène comme ça, on s'en va vers la gauche, donc on serait positif. Puis quand on vient ici, on s'en va par là, donc on serait négatif. Puis encore là, ici, on s'en va par là, donc on serait négatif. Fait que tout ça, ça a juste à déterminer le sens de donner si les cotes sont positives ou négatives. Ça, en fait, ça va juste comme. Ça fait le même principe qu'on a fait ici. On allait en positif comme ça, puis tout le reste était négatif. C'est une façon de le faire, de le voir. En fait, c'est ce qu'on montre ici. Fait qu'on part de A, c'est juste mieux fait, puis on a le symbole négatif. On a le symbole négatif ici, on a le symbole positif là, négatif, négatif. Donc, on est capable de déterminer le sens. On va voir pourquoi tantôt. Maintenant aussi, on disait tantôt qu'il faut que le procédé soit centré. Donc, il faut viser les cotes nominales. Donc, si tantôt on avait 17 ici, oups. Tantôt on avait 17, donc 17, c'est pas centré. Fait qu'il faut convertir les tolérances en tolérances bilatérales. Donc, au lieu d'avoir 17 plus 0 moins 1, bien, ça devient 16,5 plus ou moins 0,5. On fait la même chose ici. On avait 18 à 17, donc la tolérance ici, il faut juste la transformer à 17,5 plus ou moins 0,5. Même chose pour le 57. Donc, un coup qu'on a tout transformé ça en bilatéral, toutes les cotes sont transformées en bilatéral ici, on peut remplir un tableau. Là, le tableau est déjà rempli, mais ce qu'il faut faire, en fait, il faut juste remplir. Tiens, tantôt, on dit qu'il fait l'attribut des signes plus ou moins. Donc, ici, on dit on a un 56 qui est en plus. On le met dans le tableau, dans la colonne des plus. Puis, si on a les colonnes des moins, on a 17,5 dans la colonne des moins. On a 11 dans la colonne des moins. Puis, on a 16,5 dans la colonne des moins. Puis, on peut faire le total à la fin. On va en avoir besoin. Fait que si ça c'est facile, c'est 56,5. Là, on fait le total qui est 45. Puis, on rajoute toutes les tolérances aussi. Après ça, tout ce qu'il faut faire, c'est de faire la racine, pas la racine carrée, mais il faut faire le carré de ça ici. Fait qu'on fait 0,5 au carré qui donne plus ou moins 0,25, 1,5 au carré qui donne 2,25, puis on fait tout ça. Puis à la fin, on fait la racine carrée. Ça, c'est comme on voyait tantôt, T1 plus T2 au carré, blablabla, plus Tn au carré, puis on fait la racine carrée de tout ça. Fait que c'est ce qu'on vient faire. C'est ce qu'on vient faire ici. Puis un coup que c'est fait, il faut trouver les sommes. Il faut trouver les sommes ici. On additionne tout ça. Même chose ici. Puis à la fin, on fait la racine carrée. On vient de faire comme on faisait la somme ici. Puis on fait la racine carrée qui donne le chiffre qu'on cherche ici. Puis là, on fait le même exercice qu'on a fait, que j'ai fait en haut tantôt, en fait. Fait qu'on fait le 56 moins ça qui donne le 11,5, si on l'avait déjà trouvé en haut. Puis après ça, il faut trouver le plus ou moins. Donc, ce que ça nous donne ici, c'est plus ou moins 1,94. Fait qu'on peut le laisser comme ça. Mais si votre entreprise ou si votre
design fait que vous êtes un petit peu moins sécuritaire, puis moi j'aimerais ça me donner un facteur de sécurité de 1.5, il est pratique courante de juste bonifier ce qu'on a trouvé ici par 1.5. Donc, ce qu'on a trouvé ici par 1.5. Donc, le 1.94 multiplié par 1.5 vient donner 2.91. Donc, la tolérance finale serait ça ici, comparé à 11.5 plus ou moins 3.5 comme on avait trouvé dans le pire des cas. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo. Je vais mettre d'autres exercices en ligne, puis vous allez pouvoir vous baser sur cet exercice-là pour remplir le tableau, puis vérifier votre compréhension. Puis comme je vous ai dit, toute la documentation-là va être, en plus d'être en vidéo, je vais vous donner un PDF de cette partie-là, donc vous allez pouvoir prendre des notes. J'espère que ça a été clair.